Ok, aujourd'hui je vais vous parler de Symfony 4. Alors c'est un peu bizarre parce que pour moi Symfony 4 c'est déjà vieux, ça fait 3 mois, 4 mois qu'on l'a lancé. Je suis même en train de préparer la bêta 1 de Symfony 4.1. Et en même temps, je suis quasiment sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont pas regardé encore. Qui n'a pas regardé du tout Symfony 4 pour le moment? Levez la main parce que sinon je suis mal. Ok. Tiens, petite question, je ne sais pas si elle a posé la question, Émilie, mais qui est là pour la première fois? Ok. Qui est venu de plus de, je sais pas moi, 3-4 fois des hardcore? Merci. Merci. Très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Symfony 4. Symfony 4, donc, comme je disais, la release novembre 2017. C'est pour moi probablement la plus grosse révolution dans le monde Symfony depuis Symfony 2. Pour plein de raisons. La première raison, c'est que c'est un changement de paradigme total par rapport à ce qu'on faisait en Symfony 2 ou Symfony 3. Changement de paradigme, ça veut dire nouvelle bonne pratique. Ça veut aussi dire un nouveau workflow de développement, et je vais essayer de vous raconter tout ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dans Symfony 4. J'ai choisi de me concentrer sur le workflow de développement, sur la façon dont on développe des applications avec Symfony 4, mais vous le verrez au long de ces 2 journées, d'autres personnes vous parleront d'améliorations diverses et variées de Symfony 4. La très bonne nouvelle de Symfony 4, c'est que même si c'est une version majeure, il est très simple, assez simple, probablement pas trop compliqué, de migrer une application Symfony 2, Symfony 3 en Symfony 4. Dit autrement, si vous avez une application qui est bien développée, normalement, il est simple de basculer en Symfony 4. Vous avez tous des applications qui sont nickel, non? Avec plein de tests. Vous vous marrez? Ok, alors Symfony 4, juste en 2 petites secondes, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est exactement la même chose que Symfony 3.4 qui est une LTS, donc qui est maintenue sur le long terme, moins les fonctions qui sont devenues obsolètes qu'on a supprimées de la version 4, ce qui veut dire que si vous avez une application en Symfony 3.4 et que vous n'avez plus aucun log qui vous dit que vous utilisez des choses qui sont obsolètes, vous pouvez normalement basculer en Symfony 4. Il n'y a pas le long term support sur la 4.0, ça sera la 4.4, donc c'est tous les X.4 qui sont LTS. On a supprimé le support du PHP 5, mais je pense que plus aucun projet dans la salle n'est en PHP 5. Et on a ce fameux nouvelle façon de développer des applications via Flex. Donc Flex, je vais en parler 2 minutes. Qui ne connaît pas du tout Flex? Qui n'a jamais entendu parler de Flex? Il y en a quelques-uns. Flex, c'est... D'ailleurs, oubliez le nom Flex quelque part, parce qu'il n'est pas hyper important. C'est une technologie qui travaille pour vous, mais vous n'allez jamais interagir directement avec Flex. L'idée, c'est de simplifier la vie du développeur durant le cycle de vie d'une application. Donc depuis le démarrage du projet jusqu'à sa mise en production et sa maintenance au cours du temps. Si je devais le résumer en une phrase, ça permet d'aider les développeurs, je viens de le dire d'ailleurs, donc j'ai rien oublié, en automatisant énormément de tâches qui sont assez répétitives et qui n'ont pas vraiment d'intérêt, ou en tout cas vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée sur ces sujets-là. Et le point qui est super important, c'est que pour la première fois dans la vie de Symfony, que ce soit en Symfony 1, Symfony 2, Symfony 3, Symfony 4, grâce à Flex, permet de gérer n'importe quel type de projet, des plus petits jusqu'aux plus gros, et depuis un site web plaquette jusqu'à une API ou une application web complexe, de façon très simple et unifiée. On va en parler un peu après. La première grosse différence dans Symfony 4, et ce n'est pas lié à Symfony 4, c'est vraiment lié à Flex, c'est le fait que vos projets ne dépendent plus de Symfony. Ça peut paraître anodin, mais vous verrez, ça change complètement la façon de penser les applications et la façon dont vous allez interagir avec Symfony. Première grosse différence. La deuxième grosse différence, alors ça a un effet induit, je peux vous le dire parce qu'on est entre nous, mais si vous allez sur la page Stats Download, vous avez le compteur qui compte le nombre de téléchargements de Symfony. On est à 1,4 milliard, quelque chose comme ça, et ça augmente à raison de 30 téléchargements par seconde. 30 téléchargements par seconde de Symfony. On était à 10 téléchargements par seconde il y a quelques mois.
Le fait qu'on ne dépende plus de Symfony, forcément, ça accélère, puisque quand on crée un nouveau projet aujourd'hui, on va télécharger les différents composants, donc il y a une espèce de petite accélération comme ça, qui est tout à fait sympathique pour les chiffres. Bref, ça c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est que, et vous allez voir tout à l'heure, on ne dépend plus par défaut d'aucun bundle ou package composer qui ne soit pas Symfony. Donc il n'y a plus du tout de bundle de ce style-là. Et on va ajouter les dépendances au dernier moment, donc au moment où vous en avez vraiment besoin. Donc par défaut, quand on crée un nouveau projet avec Symfony 4 et Flex, on n'embarque que le nombre de dépendances nécessaires pour pouvoir démarrer un projet. Et après, au fur et à mesure des besoins, vous allez rajouter ces dépendances. Comme on commence avec le minimum, il n'y a rien à retirer. Aujourd'hui, si vous commencez avec une Symfony Standard Edition, vous allez devoir retirer des choses, retirer les dépendances éventuellement, SwiftMailer si vous n'avez pas besoin d'envoyer des mails, ou Twig si vous faites une API, et puis le contrôleur par défaut qui est là, il va falloir le retirer. Enfin, il y a un certain nombre de choses à faire. C'est plus du tout le cas avec Flex. Flex, en fait, c'est quoi? C'est juste un plugin composer qui se hook en fait dans le cycle de vie de Composer et qui va regarder toutes les dépendances que vous allez installer, et au fur et à mesure qu'il installe les dépendances, il va les regarder sur un serveur. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une recette associée à ce package? Package Composer, pas forcément un bundle, pas forcément Symfony. On peut associer une recette à n'importe quel package Composer. Et une recette, c'est quelque chose qui va permettre d'activer un bundle, par exemple, automatiquement, sans que vous ayez à le faire. C'est quelque chose qui va permettre de configurer vos packages, de copier des fichiers et plein d'autres automatisations qu'on va pouvoir détailler un petit peu plus tard. Alors, regardons un peu. Alors cette année, j'ai pas voulu faire une démo live, donc j'ai des slides. C'est un peu boring, mais au moins ça marche. Ah, mais je me suis déjà retrouvé plus d'une fois comme un con avec un truc qui marchait pas, donc il m'a fallu 10 ans pour comprendre, mais ça y est, j'ai compris. La première différence quand on crée un projet avec Symfony, vous le voyez sur l'écran, c'est qu'on fait Composer Create Project. Donc on est complètement standard par rapport à n'importe quel projet PHP. On n'a plus d'installeur, on n'a plus la Symfony Standard Edition, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est des choses qui n'existent plus dans Symfony 4. On utilise une ligne de commande tout à fait banale, et on va installer, ou en tout cas utiliser le Symfony/Skeleton, qui est en fait l'équivalent de la Symfony Standard Edition. Et puis là, j'étais un petit peu ambitieux, je pensais que j'allais faire la BT1 avant, mais on ne l'a pas, donc là, vous ne pouvez pas faire la ligne de commande qui est en dessous, ça ne marchera pas, puisqu'il faut attendre la BT1 pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait cette ligne de commande? Ah oui, alors, peut-être juste avant. Donc il y a deux skeletons aujourd'hui qui existent. Le Symfony/Skeleton, on va le voir, il n'y a quasiment rien à l'intérieur, le minimum pour pouvoir démarrer. Et puis en fait, les premiers feedbacks, ça a été qu'il y a quand même beaucoup de gens encore qui font des applications web traditionnelles où on a besoin d'envoyer des mails, où on a besoin d'avoir un système de templating, où on a besoin de faire pas mal de choses diverses et variées. Et donc du coup, depuis quelques mois, on a un deuxième skeleton qui s'appelle Website Skeleton, qui est l'équivalent de la Symfony Standard Edition. Donc en fait, il embarque un maximum de dépendances, quasiment tout ce qu'il y a dans Symfony/Symfony. Je crois que les deux seuls composants qui ne sont pas dedans, c'est LDAP et Workflow. À vérifier, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Tout le reste est inclus à l'intérieur. Donc vous faites le choix en fonction de ce que vous voulez faire. La bonne nouvelle, c'est que ça ne dépend pas de Symfony, et donc si vous n'utilisez pas les formulaires, vous allez pouvoir supprimer le composant Symfony Form, et il va désinstaller, ou en tout cas désactiver la fonctionnalité formulaire dans votre projet automatiquement. Ok, donc ça c'est le Symfony/Skeleton. En fait, c'est un package, un méta-package au sens composer du terme. Il n'y a qu'un seul fichier, composer.json, rien d'autre. Et la section importante, c'est les dépendances. Donc comme vous pouvez le voir là, vous allez reconnaître Symfony Console, Symfony Framework Bundle, YAML. Donc ça, c'est les composants de base pour pouvoir faire fonctionner une application Symfony. Il n'y a rien d'autre. Et puis vous voyez qu'il y a probablement des choses que vous ne connaissez pas forcément, Symfony/LTS par exemple, ou Dotenv qui permet de gérer les variables d'environnement. Le Symfony LTS, c'est un concept intéressant. On ne dépend plus de Symfony. Quand vous avez Symfony, par définition, vous avez tous les packages, tous les composants, tous les bundles avec la même version. Si vous dépendez de la version 4.0, tous les composants seront en version 4.0. Maintenant qu'on définit explicitement les dépendances, vous pouvez avoir le framework bundle en 4.0 et puis le workflow en 4.1 ou en 3.4. Et c'est probablement ça qui peut être plus problématique. Vous pouvez avoir des versions majeures différentes entre les composants. Notamment quand vous avez des composants qui arrivent, pas de façon directe, mais de façon indirecte.
Le Symfony LTS permet de forcer une version long-term support, comme son nom l'indique. Donc si vous voulez être sur la 3.4 LTS, ça va vous permettre d'être sûr d'être effectivement sur la 3.4 et pas de récupérer les dépendances qui soient en 4.0 par exemple. Donc, on lance cette commande. Vous allez avoir le déroulé traditionnel de Composer, il va télécharger Symfony Skeleton, il va commencer à installer chacune des dépendances qui sont dans le composer.json. La première d'entre elles, c'est Symfony/Flex, comme c'est un plugin Composer, il va l'installer d'entrée de jeu. Et puis à la fin, vous allez avoir des sections qui sont spécifiques à Flex, à Symfony. La première, c'est ça. Symfony Operations. For recipes, ça veut dire qu'il a installé 4 recettes. Donc ça veut dire qu'il a détecté que pour ces 4 packages-là, il avait des recettes sur le serveur. Les recettes, donc il les a exécutées, vous avez l'URL juste à côté. Et en fait, il va créer des fichiers et configurer l'ensemble de ces dépendances. Et puis à la fin, vous allez voir qu'il va exécuter un certain nombre de scripts. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est aussi géré, cette section AutoScript, gérée par Flex en fonction des dépendances qui ont été installées. Et puis enfin, à la fin, on a la possibilité avec Flex de mettre un petit texte sympathique qui dit c'est quoi les prochaines étapes. Et si vous réfléchissez bien, c'est exactement ce qu'on avait avec l'installeur Symfony. Pourquoi on a fait l'installeur Symfony? C'était exactement pour avoir cette expérience-là qui est un peu différente de l'expérience standard que vous pouvez avoir avec un composeur de base. On avait même, à une époque, un output qui était très différent de la ligne de commande Symfony Composer de base. Ça a été réintégré dans Composer, donc là on est revenu en standard. Et le nouvel output que vous avez quand vous faites un Composer, c'est grâce à Symfony Flex et au travail qu'on a pu faire pour essayer d'avoir quelque chose qui soit à peu près lisible et compréhensible par tout le monde. Et qui ne soit pas pollué par de l'information qui n'est pas nécessaire. Ok, maintenant si on regarde un peu ce qu'a pu faire Flex, on voit que même si Symfony Skeleton n'avait qu'un seul fichier composer.json, mon projet qui a été créé par Composer contient un certain nombre de fichiers, 13 pour être exact. Et vous voyez aussi que l'arborescence est assez différente de ce que vous avez l'habitude de voir avec un Symfony 3. Les différences principales, la première différence, vous voyez le index.php, on n'a plus deux front controller index_dev ou app_dev et app.php, on n'en a plus qu'un seul et on verra pourquoi tout à l'heure. Web a été renommé en public, mais globalement, ce qu'il faut retenir sur cette arborescence, c'est qu'on a essayé d'avoir une arborescence qui soit avec moins de profondeur, qui soit plus facile à naviguer, notamment si vous regardez dans le répertoire source, vous avez directement le kernel et un répertoire contrôleur, donc beaucoup moins de sous-répertoires. De façon globale, le répertoire config, il est à la racine et plus dans app. Tous les fichiers qui ne sont pas PHP ont leur propre répertoire à eux, assets, templates, translations, et puis complètement découplés donc de Symfony. Vous pouvez créer vos templates sans avoir à les mettre dans un bundle ou dans une arborescence spécifique. Donc si vous avez des web designers qui travaillent sur votre projet, ils vont pouvoir être beaucoup plus à l'aise sur un projet Symfony 4. Et le répertoire source, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient par rapport à votre logique métier, entièrement découplé de Symfony, ou en tout cas au maximum découplé de Symfony. Je fais juste une mini parenthèse, s'il y en a parmi vous qui sont des adeptes de développer des applications qui sont complètement découplées d'un framework, je serais ravi de pouvoir échanger avec eux pour les convaincre que ce n'est pas une bonne idée. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Internet, c'est ce que je dis à mes enfants en permanence, ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Internet. Une autre différence donc avec Symfony 3, c'est le nombre de fichiers qu'embarque un projet quand vous le créez. Donc, par rapport à la Symfony Standard Edition, quand vous voyez SE sur les slides, ça veut dire Standard Edition en fait. Donc on a 70% de fichiers en moins par rapport à la Standard Edition, encore une fois parce qu'on n'a pas Symfony, mais on a les dépendances de façon individuelle. Ok, donc comment ça marche une recette? Donc vous le voyez ici, c'est sur un repository sur GitHub, donc Symfony/recipes, et puis après on a le nom du package et la version. On a un manifeste. Le manifeste, c'est la description de ce qu'on doit faire ou de ce que Flex doit faire quand on installe une dépendance. Donc là, vous le voyez, il y a plusieurs instructions. Donc c'est déclaratif. Hein. On ne peut pas mettre de PHP, on ne peut pas exécuter du code. J'ai voulu de ma part parce que je veux pouvoir faire de l'introspection et puis je ne veux pas avoir de problème de sécurité en exécutant n'importe quoi. Donc la première instruction, elle dit, quand tu installes ce package Symfony Framework Bundle, active le bundle, Framework Bundle, all voulant dire pour tous les environnements. Donc que ce soit prod, dev, test ou n'importe lequel des environnements que vous pouvez avoir. Il dit aussi, copie ces fichiers, vous les voyez sur la gauche, tout ce qui est dans config public source, on les copie dans config public source.
On enregistre des scripts composer, on l'a vu tout à l'heure, les autoscripts. On déclare des variables d'environnement et on rajoute aussi des fichiers dans le git ignore. Il y a d'autres automatisations possibles, mais ça vous donne une idée de ce qu'on est capable de faire avec Flex, de gérer complètement l'installation, la configuration automatique des packages Composer, mais également leur désinstallation. Si à un moment donné, vous désinstallez Framework Bundle, je ne vous le conseille pas parce que vous vous retrouverez avec un projet qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous le faites, il va rejouer à l'inverse l'ensemble des instructions qu'il y a ici, donc il va désactiver le bundle, il va supprimer les fichiers, il va enlever les variables d'environnement et il va modifier le git ignore. Donc c'est installation et désinstallation. Alors ça c'est assez récent aussi, c'est un symfony.lock, donc ça c'est un fichier qu'il faut que vous ajoutiez dans votre code source, il faut le committer. Ça permet à Flex de retrouver ses petits quand vous faites un composer install, un composer update, de savoir est-ce qu'il a déjà installé la recette ou est-ce qu'il n'a pas encore installé. Donc à partir du moment où le fichier il est référencé ici, il n'installera plus la recette. Bon, c'est une petite parenthèse, c'était juste pour vous dire qu'il faut le committer absolument dans votre repo. Donc les recettes, on a deux endroits pour pouvoir stocker des recettes. Le premier, c'est Symfony/recipes, c'est, on va dire, les recettes officielles. Officielles, ça veut dire que c'est des choses qui ont été validées par la Core Team Symfony et qu'on gère au jour le jour. Et puis on a le Symfony Contrib, où là, n'importe qui peut contribuer des recettes pour des projets open source. On a à peu près 190 recettes aujourd'hui. Et donc ça veut dire que les plus gros bundles aujourd'hui ou les plus gros packages qui sont utilisés avec Symfony ont des recettes. Maintenant, il en manque encore, donc si vous voulez contribuer, n'hésitez pas. Je fais une mini parenthèse sur la contribution. C'est assez facile parce qu'on a un bot en fait qui valide les recettes et donc qui va vous donner des instructions pour vous dire ce que vous avez bien fait ou mal fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour les corriger. Ce qui veut dire que ça nous facilite quand même beaucoup la vie dans la Core Team pour pouvoir les valider. Sachant que les contribs, aujourd'hui, on a Tobias qui le gère et qui du coup dédie du temps et consacre beaucoup de temps pour pouvoir valider et merger les pull requests sur les recettes. On a aussi la possibilité de tester les recettes avant de les merger pour être sûr que ça marche bien. Et puis on merge automatiquement à partir du moment où c'était validé par plusieurs personnes. Bref, revenons sur notre démo. Si on regarde un peu ce que Composer a installé, vous voyez ici toutes les dépendances, c'est 21 dépendances. 21 dépendances versus 88 sur la Symfony Standard Edition, si on compte toutes les dépendances qu'il y a dans Symfony. Donc vous avez une sensation, et pour moi c'est vraiment une sensation de légèreté dans un projet Symfony 4 que vous n'avez pas avec Symfony 3.4. C'est pas forcément la réalité, mais en tout cas vous avez cette sensation-là. Juste pour que vous visualisiez bien, ça c'est ce que vous avez quand vous créez un projet Symfony avec Symfony 3.4. Et encore, le slide était trop petit, mais vous voyez que Doctrine, j'ai mis entre parenthèses 11. Donc en fait, j'aurais dû rajouter 11 petites cases pour montrer toutes les dépendances Doctrine qu'on récupère. Ça, c'est ce que vous avez dans Symfony 4. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. La seule que vous récupérez en plus, c'est Flex. Et vous voyez après les choses que vous pouvez avoir ici. Ok. Un autre changement, c'est aussi, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de rien retirer quand on installe une nouvelle application. On a le welcome, la welcome page qui est en fait inclue dans Symfony directement, et dès que vous allez rajouter des contrôleurs, elle va s'enlever automatiquement. Donc tout ça est géré de façon complètement transparente pour vous. On a beaucoup travaillé sur l'expérience des premiers instants du démarrage d'un projet et donc de la première expérience que vous avez avec Symfony, et puis sur la partie développement également. Donc par défaut, on avait la console. Donc la console, on ne l'avait pas inclus au début, et en fait, c'était trop galère. Donc on l'a rajoutée par défaut. Vous pouvez la supprimer si elle ne vous intéresse pas, mais elle est là par défaut. On n'a que 13 commandes, encore une fois parce qu'on a moins de dépendances. Donc vous voyez ici toutes les commandes que vous avez par défaut, et au fur et à mesure que vous allez rajouter des packages, de nouvelles commandes vont arriver automatiquement. On fait le git init pour vous, pas besoin de le faire. Donc si vous faites git add point, comme on a le git ignore, il va rajouter les fichiers qui vont bien, il va ignorer les fichiers qui n'ont pas à être committés, et vous êtes prêt à démarrer. Donc là vous voyez les 13, 11, je ne me rappelle plus, 13 fichiers par défaut que vous allez avoir dans votre projet. Ok, on va aller un peu plus loin, et on va installer un bundle qui s'appelle Symfony/Maker Bundle. Qui a déjà utilisé ce bundle-là? Ok, un certain nombre. C'est plus ou moins... Alors, quand j'ai fait cette conf il y a 3 mois, j'ai dit ce n'est pas un remplacement de Sensio Labs Generator Bundle. Aujourd'hui, je vous dis oui, c'est un remplacement parce qu'il a beaucoup évolué et maintenant il est capable de générer
des fichiers pour beaucoup de choses, et aussi le CRUD, ce que faisait le générateur bundle. Donc c'est un vrai remplacement pour le générateur bundle. Une des grosses différences, et on va le voir dans les exemples, c'est qu'on a besoin de générer beaucoup moins de fichiers, on a besoin de faire beaucoup moins de modifications dans Symfony pour que ça marche, donc le code même du bundle est beaucoup plus simple. Vous avez vu ici que je fais composer require maker et pas Symfony/maker bundle. Maker, c'est ce qu'on appelle un alias. Un alias, c'est une fonctionnalité de Flex, là encore qui va vous permettre de vous simplifier la vie. Et en fait, c'est des shortcuts. Donc, c'est une façon plus rapide de pouvoir installer des packages dont vous allez avoir besoin, donc que ce soit le package de log qui va vous installer Monolog ou PHP Unit. Tout ce qui est, vous n'avez jamais besoin de faire Symfony / en fait. Donc si vous faites quelque chose, par défaut, il va regarder s'il n'y a pas un Symfony / le quelque chose que vous lui mettez, et il va essayer de l'installer. Donc vous pouvez juste faire require workflow, LDAP, HTTP kernel, ce que vous voulez. Ça permet un autre truc, les alias, et c'est quelque chose que la communauté demandait depuis très longtemps, c'est que la core team fasse des choix. Donc on a un écosystème de bundle qui est très large, mais il faut faire des choix. Quel admin générateur vous devez prendre, quel ORM vous devez choisir, qu'est-ce que vous voulez utiliser pour faire une API, enfin des choses comme ça. Et donc en fait les alias, c'est des choix qui sont portés par la core team. Les alias ne peuvent être gérés que dans les recettes officielles, pas dans les contribs. Donc typiquement quand vous faites admin, API, ORM, mailer, test, c'est des choix qui ont été faits. Donc mailer, ça va être Swift Mailer, ORM, c'est avec Doctrine, API, c'est API Platform, etc., etc. Donc on fait des choix pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire d'autres choix, mais en tout cas, par défaut, on vous propose, si vous faites require API, vous avez Platform API qui arrive dans votre projet. OK. Les alias, il y a certains alias qui sont ce qu'on appelle des packs. Un pack, c'est juste un meta-package qui bundle un certain nombre de dépendances qui ont un sens entre elles. Donc si vous faites un require debug, vous allez avoir toutes les dépendances qui ont un sens pour débugger un projet. Donc que ce soit, je ne sais pas ce qu'il y a là, Monolog bundle pour les logs, le debug bundle, le profiler pack, qui est un autre pack qui permet d'avoir le web profiler, donc qui va embarquer Twig, etc. etc. Et ça, c'est nécessaire. Encore une fois, vous n'avez plus Symfony, donc vous êtes un peu démunis. Vous avez vu, vous n'avez pas le serveur web, vous n'avez pas le profiler par défaut. C'est à vous de l'ajouter. Donc ces packs, donc on a un pack profiler, donc vous faites require profiler, il se démerde pour installer toutes les dépendances qui sont nécessaires pour avoir le web profiler, il le configure pour vous. On en a pas mal, donc vous pourrez aller voir. Je vais vous dire après où aller voir. On s'est rendu compte que le pack c'est bien, mais du coup il masque la dépendance. C'est-à-dire que quand vous faites un require du pack, dans votre fichier composer.json, vous allez avoir uniquement le Symfony/debug pack par exemple dans vos dépendances. Mais s'il y a une dépendance qui ne vous plaît pas, par exemple si vous n'avez pas envie d'avoir, je ne sais pas moi, le var dumper, vous ne pouvez pas l'enlever parce que ce n'est pas une dépendance directe de votre projet. Donc depuis quelques semaines, vous pouvez unpacker les packs. Vous me suivez? Je sens que ça dort un peu, surtout là-bas au fond. Donc, si vous faites un required de debug, vous voyez que vous avez la dépendance Symfony/debug pack qui arrive dans votre composer.json. Si vous faites unpack de debug, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer le pack et il va mettre explicitement les dépendances qu'il y a dans le pack. Ce qui va vous permettre, du coup, après, de gérer exactement les dépendances dont vous avez besoin ou pas besoin. Et là, le profiler pack, de la même manière, on pourrait faire un unpack du profiler pour, là aussi, avoir les dépendances du pack profiler. OK. Si vous voulez en connaître plus sur les alias, les packs et les packages qui sont supportés par Flex, vous pouvez aller voir sur symfony.sh et on a la liste de tout ce qui est supporté avec les alias qui sont aussi mentionnés pour chacun des packages où ça a un sens. Vous le voyez d'ailleurs là sur l'écran sur API Platform, vous voyez que vous pouvez l'installer par API, API-platform ou API Platform sans tirer. Ok, donc on va revenir à ce que je faisais initialement. Donc si vous faites require maker, il va notamment installer le maker bundle uniquement pour l'environnement de développement. Ça a un sens en production, on n'a pas besoin de générer des classes. Ça, c'est tout ce qu'il est capable de faire. Donc il est capable de générer une nouvelle commande pour la ligne de commande, un nouveau contrôleur, un CRUD complet pour Doctrine, enfin vous voyez, je ne vais pas vous lire la totalité, mais en gros, à peu près tout ce que vous pouvez avoir besoin, c'est géré automatiquement par le Maker Bundle. Ce qui est bien, c'est que, et ça c'est un concept qui est très fort aussi dans Flex, c'est l'autodiscoverability en français.
L'auto-discoverability. Ouais, si, on comprend bien ce que ça veut dire. Donc on fait make contrôleur, et en fait là il va vous dire tout de suite, ah bah je peux pas créer un contrôleur parce qu'il n'y a pas les annotations, et on a fait des choix pour vous dans Maker Bundle, et on veut utiliser les annotations par défaut. Donc on vous donne la solution, on vous dit, bah tu fais require annotations, et puis ça va bien se passer. Donc on le fait, il va installer un certain nombre de dépendances, il va installer les recettes, il va les configurer, et puis maintenant on peut effectivement créer notre contrôleur, default contrôleur. Il va créer un fichier. Pas 50 fichiers, un seul fichier. Et c'est ça la force de Symfony Flex, c'est qu'il va créer uniquement source controller, default controller. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez besoin de rien faire. Ça marche juste avec ça. Tout a été auto-configuré, on va le voir après comment c'est possible, et notamment parce qu'à partir de Symfony 4, les contrôleurs et les commandes sont des services par défaut. Et l'auto-wiring fait qu'ils sont disponibles sans que vous ayez aucune configuration à faire. Là, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on n'a plus de bundle. Pour votre application, il n'y a pas plus de bundle dans Symfony 4. Évidemment qu'il y a des bundles pour les applications tierces que vous voulez installer, mais par contre, votre code, il est indépendant de Symfony, donc il n'y a plus de bundle, c'est complètement découplé. Et puis bon, alors je ne vais pas vous lire le code, mais là vous voyez un peu comment ça se passe. Mais si vous allez sur /default dans votre navigateur, vous allez effectivement avoir un payload JSON avec le message et le chemin que vous avez ici. Ok, donc, là on a fait une espèce de Hello World, on a vu comment on était capable de le faire assez simplement. Maintenant, au jour le jour, vous allez vouloir faire des choses plus compliquées, donc on peut rajouter Twig par exemple. Même débat, on fait require Twig, il installe, il autoconfigure, et puis on a une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas Flex, mais qui est de Symfony 4, qui fait que vous pouvez injecter directement vos dépendances dans vos contrôleurs, comme je le fais ici, soit dans le constructeur, soit directement dans une méthode de contrôleur. Ce qui fait que c'est hyper simple, vous faites require Twig, vous voulez utiliser Twig, vous injectez Twig, vous utilisez Twig. Zéro configuration, zéro doc à regarder, ça marche, j'ai envie de dire, quasiment naturellement. On pourrait se dire pourquoi on n'y a pas pensé avant. Il y a beaucoup de boulot derrière, je peux vous le dire. Je suis en train de chercher Nicolas, il n'est pas là. Bon. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de boulot pour en arriver là. Et c'est une très bonne nouvelle qu'on en soit arrivé là enfin. Dans 99% des cas, vous ne définirez plus jamais un service à la main, plus jamais. Parce qu'il y a cette configuration par défaut que vous avez avec Symfony Flex, encore une fois, qui n'est pas liée à Flex. Il y a une petite étoile, la petite étoile, comme dans tous les contrats, vous avez vu, vous pouvez chercher, elle est nulle part sur le slide. À vous de voir ce qu'il y a derrière. Je vous donne un exemple qui est super révélateur. C'est un exemple que moi je vis, moi-même, c'est-à-dire que je suis dans mon application et à un moment donné je me dis tiens, j'aimerais bien créer une extension Twig pour mettre un filtre, une fonction, quelque chose comme ça. Et là je me dis, première question, c'est où est-ce que je vais stocker ça? C'est quoi le répertoire standard pour stocker ça? Est-ce que c'est Twig? Est-ce que c'est Twig extension? Est-ce que c'est Twig / extension? C'est quoi la bonne pratique? Où est-ce qu'on doit stocker les extensions Twig? Une fois que j'ai répondu à cette question-là, je me dis ok, une extension Twig, je n'en crée pas tous les jours, il faut que j'implémente une interface, ou peut-être il faut que j'étende une classe abstraite, je ne me rappelle plus, j'en sais rien, il faut regarder la documentation. Une fois que j'ai ça, il faut que j'enregistre mon extension. Dans quel fichier? Donc je suis dans app-config, dans services, il faut que je le fasse. Et là, la question à 100 balles, et je suis sûr que si je la pose ici, il y a très peu de gens qui le savent, quel tag il faut que j'utilise? Quelle est la syntaxe en YAML pour ajouter un tag à un service? Alors là, je vous garantis que... je suis quasiment sûr qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, parce que c'est compliqué, parce qu'on peut avoir n tag et chaque tag peut être décrit, donc c'est pas forcément... Et à un moment donné, c'est trop compliqué, il y a trop de questions, et qu'est-ce qu'on fait? On est tous pareils, on dit, bon, on va le faire à l'arrache, et puis ça va bien passer pour cette fois. C'est pas la bonne nouvelle, parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir migrer facilement en Symfony 5. Donc je pense à votre prochaine migration. Avec Symfony 4 et Flex, qu'est-ce qu'on fait? On dit, pas de problème, make a une commande pour ça, make :twig-extension, il crée le bon fichier, rien à enregistrer, rien à configurer, pas de questions à se poser, terminé. Juste à implémenter votre logique métier. C'est pas beau ça? C'est là où il faut applaudir. Je mettrai les petits clap-clap sur les slides pour l'année prochaine.
Donc cette automatisation-là, c'est pas juste Twig, hein, c'est pas juste un effet de manche, je l'ai fait juste pour Twig, on l'a fait juste pour Twig, mais pour tout le reste, ça marche pas, ça marche pour plein de choses. Donc les event listeners, un repository doctrine, une commande, un voteur. J'ai mis 3 points de suspension, et là, pour le coup, il y en a beaucoup, et l'équipe, et notamment Ryan et Javier, ont énormément travaillé sur le Maker Bundle pour en rajouter un maximum, et dans 99% des cas, quand vous voulez créer quelque chose, il y a une ligne de commande qui permet de le faire dans Maker pour pouvoir automatiser complètement ça. Et c'est possible aussi parce qu'il y a l'autoconfiguration, donc on n'est pas obligé d'aller modifier des fichiers, ce qui est extrêmement compliqué à faire. C'est juste on ajoute des fichiers, on supprime des fichiers, c'est tout. Ok. Maintenant, donc là, on a fait un beau Hello World avec Twig. Si on veut définir des modèles en doctrine, si on veut rajouter une API, si on veut gérer un admin gen pour faire le back-end, on pourrait se dire, là, c'est beaucoup plus de boulot. C'est pas beaucoup plus de boulot, c'est une ligne de commande. Require, ORM, admin, API. Done. Terminé. Tout va se faire automatiquement. Vous le voyez, il va configurer. Ça, c'est tous les fichiers qui vont être ajoutés. Donc, la configuration qui gère automatiquement, les fichiers qui vont, ou en tout cas les répertoires qui vont se gérer automatiquement. Un coup d'après de... Ah, petite parenthèse. Un truc qui est vachement bien avec Flex, et c'est uniquement avec Flex, Composer, quand vous l'utilisez avec Flex, et nulle part ailleurs. Petite exclusivité. Quand vous faites un require, mais ça c'est vachement important, et si vous habitez, je sais pas, moi je vais dire des conneries, au Maroc, en Asie, ou à San Francisco, où l'internet est lent, ouais, je peux vous le dire, quand vous avez 45 dépendances, comme là, vous voyez, prefetching 45 packages, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et donc, en fait, on a une optimisation dans Flex qui fait qu'il va prefetcher l'ensemble des packages avant de les installer. Je peux vous garantir qu'on passe de 3, 4, 5, 6, 7 minutes d'installation à 10, 15, 20, 30 secondes d'installation. C'est extrêmement appréciable. C'était ma petite parenthèse. Donc, on fait un make entity product, il va créer l'entité, on va rajouter juste un petit tag, un petit flag, un petit tag at API ressources. On configure l'admin gen, donc j'ai changé 2 lignes. Une ligne pour dire que je veux gérer dans l'admin gen product, une ligne pour dire ce product, je le veux en API. Je vous passe sur, très vite, on va faire la configuration doctrine, on crée la base de données, on update le schéma. Ah, ça c'est un truc qui est vachement bien, database URL. Une ligne, une variable d'environnement versus plein de trucs en Symfony 2 et 3. Ces URL-là, on les a partout, sur le mailer, sur Redis, donc c'est beaucoup plus compact. On reparlera des variables d'environnement un peu plus tard. Et puis ça marche. Et c'est pour de vrai, hein, je l'ai fait, vous pourrez le faire chez vous. Ça marche. Vous avez effectivement API Platform qui marche, vous avez effectivement l'admin générateur qui marche. Donc autant vous dire que la productivité, elle est hallucinante avec Symfony 4. Ok, donc si je résume, et tout est autour de l'expérience utilisateur, enfin développeur en l'occurrence, et sur la productivité, l'autoconfiguration, le Maker Bundle, je passe les recettes privées, j'ai pas le temps d'en parler. Juste votre logique métier, c'est votre boulot, tout le reste, vous n'avez pas besoin d'y penser. Les contrôles à commande qui sont des services, on scale. Depuis un mini-projet, un site plaquette, 3 pages, une API, jusqu'à un gros projet monolithique. J'adore les projets monolithiques. En passant par les microservices, c'est génial les microservices, on en revient. Et tout ça parce qu'on a les recettes Flex, parce qu'on a les meta-packages qui permettent de vous aider dans votre travail. Il y a beaucoup plus de choses que ça dans Symfony 4, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je n'ai même pas parlé de Symfony encore pour la gestion des assets, mais je vous invite à regarder la documentation et puis tous les blog posts qu'on a pu faire au fil du temps sur le sujet, c'est assez intéressant. J'en ai encore 14 slides sur le sujet de tout ce qu'on peut faire avec Symfony 4. Vous êtes convaincus maintenant, il faut basculer. Ok. Si vous voulez mettre à jour votre Symfony 3.4 en Symfony 4, depuis une semaine, juste pour vous, j'ai fait plein de choses juste pour vous. Il y a une nouvelle commande. Ah, je vois que vous comprenez vite. Il y a une nouvelle commande qui est Fix Recipes. En fait, le problème qu'on a quand on veut basculer de Symfony 3.4 en Symfony 4, c'est qu'on a déjà plein de dépendances. Et on a Symfony. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. La bonne nouvelle, et ça, c'est pas fait exprès pour le coup, c'est que comme les répertoires de config sont différents, app/config, Symfony 3,
versus config Symfony 4, web versus public et quelques autres. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter les dépendances. Vous faites composer fix recipes. Il va installer toutes les recettes, donc il va vous générer toutes les configurations et tous les fichiers qui vont bien. Et puis vous allez pouvoir du coup basculer entre l'ancienne configuration et la nouvelle configuration beaucoup plus facilement. C'est pas encore dans la doc, parce que c'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais ayez-le en tête, ça peut vous faciliter la vie énormément. Ok. Juste une parenthèse sur les variables d'environnement. Ça a l'air de rien, on a l'impression que c'est juste parce que c'est une bonne pratique, etc. Mais ça change énormément de choses. Et c'est pour ça, typiquement, qu'on n'a plus qu'un seul front controller, index.php, versus deux autres. Avant, on était obligé à l'intérieur de dire on est en dev ou en prod, on veut le debug ou on veut pas le debug. À partir du moment où on a les variables d'environnement, donc on a pu extraire cette donnée de configuration ailleurs, on peut avoir qu'un index.php qui va lire la variable d'environnement. C'est même mieux, et je pense que tout le monde a eu cette galère-là, à un moment ou à un autre, on est en production, et si on est en production, il ne faut pas oublier de mettre -env égale prod, -no debug. Si on ne fait pas ça, par défaut, c'est pas prod. Ou vous mettez les variables d'environnement devant. En Symfony 4, que vous soyez en dev, en prod, aucune question à se poser, vous faites juste bin console, les variables d'environnement vont déterminer si on est en prod, si on est en dev, si on est en test, si on est en ce que vous voulez. Donc encore une fois, une simplification de l'expérience utilisateur. L'un des buts aussi de Symfony 4, du coup, c'était de simplifier énormément les dépendances, de simplifier l'écosystème dans sa globalité. Ça veut dire que la première chose, c'est que voilà, ça c'est la différence. Alors je ne sais plus ce que c'est celui-là, mais je crois que c'est l'admin bundle. Ça c'est sans flex, c'est la doc pour pouvoir installer l'admin bundle sans flex. Et à gauche, c'est la même chose mais avec flex. Moi je préfère la version de gauche à la version de droite. Ça fait moins de boulot. La Symfony Standard Edition n'est pas disponible pour Symfony 4, je pense que vous l'avez compris, donc ça veut dire qu'elle est toujours maintenue par contre pour Symfony 2.7, 2.8, 3.4, ça veut dire qu'on a jusque novembre 2020. Et bien sûr, aujourd'hui, pour les nouveaux projets, il faut utiliser Flex. Le Symfony Installer, on n'a plus de besoin parce qu'en fait, toutes les fonctionnalités qu'il y avait dans l'installeur sont maintenant partie prenante de Flex, que ça soit une installation plus rapide, que ça soit un output plus sympathique. Encore une fois, c'est maintenu pour Symfony 2.7 à 3.4, mais si vous commencez un nouveau projet aujourd'hui, vous utilisez Symfony 3, 4 ou 4 avec Flex, et du coup, plus besoin d'installeur, directement Composer. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Silex, on va faire une petite parenthèse sur Silex. Il me reste combien de temps là? 0 minutes. Alors, une petite parenthèse sur Silex. Quand même, on a un peu de temps. On ne se voit pas tous les jours quand même. Hein. Bon. Silex, j'avais essayé de passer la main. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de mettre... Ah oui, si, j'avais mis ça. Je voulais passer la main, et puis j'ai demandé... Ça fait un an et demi que je demande qui veut maintenir Silex, qui veut maintenir Silex, qui veut m'aider, et puis à moi, personne. Donc, j'ai été plus violent, et à Cluj, j'ai dit, on arrête. Juin, terminé, plus de Silex. Il n'y a plus besoin de toute façon, il n'y a plus besoin avec Flex. À mon avis, les gros avantages de Silex, vous les avez maintenant dans Symfony 4. La légèreté, la facilité, tout ce que vous voulez, vous l'avez dans Symfony 4. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de Silex. Maintenant, si des gens veulent le maintenir, pas de problème. Donc je fais appel à... Enfin, vous avez eu le temps de lire le petit truc. Donc si vous voulez maintenir un projet open source, Silex. C'est pour ça que j'ai barré juin 2018. Soit il y a des gens, effectivement, qui veulent le maintenir, qui le maintiennent, et en juin 2018, ça continuera et je passerai la main, et je suis en train d'essayer de passer la main. Soit il n'y a personne qui est intéressé. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de besoin d'avoir Silex, et Silex mourra de sa belle mort, ce qui n'est pas très grave, hein, d'ailleurs. Ok. Ça c'est un truc que j'ai eu, vous n'êtes pas obligé de lire, mais en gros c'est quelqu'un qui râle en disant mais c'est n'importe quoi, vous êtes vraiment des nazes d'abandonner Silex. J'ai beaucoup de projets de mes clients et je ne vais pas pouvoir leur faire payer des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir switcher. C'est irresponsable et vous devriez offrir des bug fixes pour les 3 prochaines années. Oui, bien sûr. Et il conclut quand même que personne ne me fera plus jamais confiance. Ça me peine beaucoup, notamment de la part des Enterprise Developers. Enterprise Developer, je ne sais pas ce que c'est un Enterprise Developer, mais moi ça sonne comme quelqu'un qui a de l'argent, ou en tout cas qui fait payer un client. Et en fait ma question, et je voulais finir par ça, et c'est un sujet hyper important, donc je prends 5 minutes de plus pour en parler, c'est le financement de l'open source. Et comment on fait pour financer les projets open source? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question du financement de l'open source et comment les logiciels open source vivent
Alors, les projets open source, ils ne vivent pas en l'occurrence, mais les gens qui sont derrière les projets open source. Pourquoi je devrais passer 3 ans supplémentaires de ma vie à fixer des bugs sur un projet qui ne m'intéresse plus, qui à mon avis n'a pas d'avenir, pour des enterprise developers qui ont des sites web partout dans le monde sur lesquels ils gagnent de l'argent? Et moi, je devrais faire ça le samedi soir, gratuitement, pour ces gens-là, qui ne me remercient pas et qui râlent en plus? Qui le ferait parmi vous? Pourquoi moi? La réalité, c'est que je le fais depuis 14 ans. Je le fais depuis 14 ans. Et je le fais de bonne grâce, et je suis ravi, et ça permet qu'on puisse se voir aujourd'hui, et on va pouvoir discuter ensemble pendant 2 jours, et j'en suis ravi. Mais à un moment donné, et notamment après 14 ans dédiés à l'open source, se pose la question quand même de comment on fait pour financer la partie open source. Alors, c'est là où on va pouvoir applaudir quand même, parce que depuis 14 ans, il y a une société. Il y a plein de sociétés dans l'écosystème Symfony qui permettent à Symfony de vivre, mais il y en a une en particulier qui s'appelle Sensiolabs, sans qui tout ça ne serait pas possible du tout. C'est beaucoup d'argent investi. Sensiolabs, vous le savez peut-être, vous le savez certainement, c'est une société qui fait du service, donc qui ne tire pas un bénéfice direct sur Symfony, qui en tire un bénéfice indirect, bien évidemment, en termes de notoriété, en termes de clients potentiels, de choses comme ça, mais il n'y a pas un lien direct sur le sujet. Ah. Et donc, j'ai fait... Alors, je ne sais plus, j'ai passé les slides, c'est pas très grave, ok. Et donc aujourd'hui, je lance une expérimentation. C'est une expérimentation, il y a des gens, j'ai un peu râlé sur Twitter. J'aime bien râler comme tous les Français, donc je râle sur Twitter de temps en temps. Et puis les Américains ne comprennent pas que je râle parce que c'est des Américains. Les Français comprennent que je râle, donc ils râlent aussi. Et puis il y a des gens qui essaient de comprendre et qui disent, mais pourquoi vous n'avez pas juste une page sur je ne sais pas quel site quelconque qui permet de faire des donations? On avait un bouton donation sur le site Symfony 1. Avec tout l'argent que j'ai récolté, je pourrais vous payer un café, enfin la première rangée, enfin les 2 premières personnes de la première rangée, je pourrais vous payer un café avec, mais ça fait rien du tout. La réalité, c'est que tout le monde, enfin vous voyez, c'est exactement ce slide-là, vous changez les textes, juste, tout le monde a envie de donner, mais personne ne donne. Tout le monde a envie de pouvoir acheter du support sur Symfony, mais personne n'achète du support sur Symfony. Tout le monde me dit, mais putain, pourquoi tu vends pas du support? C'est génial le support, moi j'achèterais du support. 5 fois on a essayé en 10 ans, ça ne marche pas. Les gens n'achètent pas du support. Donc on essaye autre chose. Les donations, j'en veux pas parce que je ne fais pas la manche non plus, donc j'ai pas envie que les gens donnent de l'argent pour rien. J'ai envie qu'ils donnent de l'argent pour quelque chose. Il se trouve depuis quelques années, je gère un truc qui n'a rien à voir avec Symfony, qui est la base de données des vulnerabilities autour de PHP, et notamment des packages qui sont composers. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais sur GitHub, c'est friends of PHP / securities quelque chose. Bon, vous irez voir. Et je maintiens, et on maintient, et Sensiolabs paye pour un serveur qui permet de faire les appels et de vous dire s'il y a des problèmes ou pas. Et probablement que beaucoup d'entre vous ont ça dans leur CI pour pouvoir récupérer, enfin en tout cas pour pouvoir savoir s'il y a des vulnerabilities dans vos projets ou pas. C'est des milliers de requêtes tous les jours, donc ça a un coût aussi. Et c'est pas forcément le bon truc, parce que quand on y réfléchit bien, quand vous êtes en train de développer, c'est bien d'avoir la CI qui vous dit, tiens, là vous êtes en train d'utiliser une dépendance pour laquelle il y a un trou de sécurité qui est connu. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous travaillez plus sur le projet? Qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez livré au client? Il va y avoir encore des trous de sécurité potentiels qui vont apparaître, mais il n'y a plus de CI, vous développez plus rien, vous fixez plus de bugs. Donc en fait, il manque un truc. Et c'est ce petit truc-là qu'on a développé sur les 2 dernières semaines, donc je vous demande d'être indulgent. En plus, c'est un site en React, j'y comprends rien. Et donc, voilà, vous pouvez aller sur security.symfony.com. Le principe est très très simple. Vous uploadez un composer.lock et pour les 3 prochaines années, donc c'est pas une souscription, c'est un one-time fee, donc vous payez une fois et c'est tout. J'aime pas les souscriptions parce que ça force les gens à dire « Ah putain, il faut que je puisse m'en souvenir parce qu'il faut que je le supprime quand j'en ai plus besoin, etc. » Vous payez une fois et pendant 3 ans, si jamais il y a des nouveaux trous de sécurité qui sont par rapport aux dépendances que vous avez dans composer.lock, on va vous alerter. Le petit tweak qui est un peu spécial par rapport à ce site-là, c'est de dire c'est 2 € par mois, mais vous pouvez payer jusqu'à 20 € par mois.
Tout ce qui est entre 2 € par mois, c'est pour payer le service et l'hébergement. Et tout ce qui est entre 2 € et 20 € par mois, ça permet de financer directement l'open source. Financer l'open source, ça veut dire quoi? Ça veut dire payer une partie du salaire de Nicolas Grécas, de Ravière qui fait l'évangéliste, ou une partie de mon salaire. Voilà, allez-y. J'aimerais bien qu'on ait une discussion sur le sujet. Venez me voir. Vous avez vu, cette année, on a un stand Symfony, donc venez me voir si vous avez envie d'en discuter. Et puis, un dernier petit mot, Sensolab recrute massivement, mais vraiment massivement. Donc, si vous voulez... Grégoire, vas-y, tu peux postuler. Hein. Donc, que vous soyez ancien salarié Sensolab ou que vous n'ayez jamais travaillé chez Sensolab, on recrute. Donc, venez nous voir, on a un stand Sensolab et on sera ravis de pouvoir discuter avec vous des opportunités qu'on peut avoir. J'arrête de parler, sinon je vais parler encore pendant les 2 prochaines journées. Je vous souhaite un excellent Symfony Live. Merci encore d'être venu et très bonne conférence.